Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu la fable de La Fontaine, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal? Est-ce que franchement, alors évidemment, il faut condamner les messages haineux, les appels au meurtre, évidemment. Mais est-ce que c'est une vraie querelle ou une fausse querelle ou simplement une vraie querelle de pouvoir par rapport à l'Union européenne et Elon Musk? C'est une divergence d'approche. On a une Union européenne pour qui la modération se fait de façon centralisée, essentiellement parce qu'elle n'envisage pas d'autres méthodes. C'est-à-dire une méthode où vous avez des armadas de censeurs ou de modérateurs qui surveillent l'ensemble des contenus et qui vont aller censurer au cas par cas ceux qui posent problème. Des commissions, etc. Commission, après, libre à chacun de s'organiser comme il veut, mais jusqu'ici, c'était la façon dont les réseaux sociaux s'organisaient, aussi bien en Occident qu'en Chine. Le problème, c'est que, pour vous donner un ordre d'idée des ressources humaines nécessaires, en Chine, où il y a 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, il y a entre 1 et 2 millions de modérateurs. Donc c'est pas quelque chose que Facebook... Et c'est la Chine en plus. Et c'est la Chine, où le citoyen ordinaire hésite avant de s'opposer à l'État. Alors qu'en Occident, on est un peu plus effronté. Du coup, on ne peut pas envisager une telle force de travail pour Facebook ou Twitter. Ce n'est pas compatible avec les revenus de ces entreprises. Et surtout, on ne peut pas envisager de multiplier par 10 cette capacité de travail du jour au lendemain sous prétexte qu'il y a une crise quelque part. Aucune entreprise ne peut multiplier par 10 sa force de travail du jour au lendemain. Il y a 400 millions d'Européens. On va pas faire 500 000... Voilà, on va pas demander à Facebook de dédier 500 000 personnes à la modération, encore moins à Twitter qui est une toute petite entreprise. Et donc cette approche centralisée montre ses limites parce qu'effectivement, la ressource humaine ne peut pas évoluer avec le besoin. Alors à ça, Musk a eu 2 réponses. La première, c'est, on va dire, une espèce de transparence. La modération se fait à travers des algorithmes et ils sont publics. Tout le monde peut aller les regarder et ils sont évidemment commentés par des gens qui savent lire le code. La deuxième, c'est ce qu'on appelle dans le monde des startups le crowdsourcing, c'est-à-dire déléguer à la multitude la tâche de faire une opération, en l'occurrence la modération. Et sur Twitter, ça se passe de la façon suivante. Pour les fake news, tout un chacun peut passer une forme d'examen, se faire qualifier comme modérateur et à partir de là, être en mesure d'appliquer, de créer une note sur un tweet qui lui pose problème. Cette note est en disant ce tweet pour moi est faux. Ce tweet est faux parce que gna 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 et ma source c'est ça. Dans une certaine forme parce que effectivement cette note va être ensuite notée par d'autres personnes qui vont noter sa rigueur, le sérieux de ses sources, le caractère neutre, etc., sur une douzaine de critères. Ce qui fait que comme les épreuves de qualification qui sont très longues, pour être en mesure d'écrire ces notes vous force à vraiment bien comprendre les règles qu'attendent de vous Twitter, eh ben ces notes sont très rigoureuses et apparaissent très rapidement, la plupart du temps sous les contenus des politiques et des médias. Et rapidement, le rapidement étant entre 3 et 4 heures en général, ben la note apparaît à côté du tweet et c'est comme ça que Twitter aborde la désinformation. Et ça marche relativement bien et c'est capable de monter en puissance, monter en charge de façon très efficace. Il y a eu plus de 500 fake news qui ont été débunkées de cette façon-là, ce qui correspond à beaucoup plus que ne pourraient faire les décodeurs, check news ou tous les systèmes qu'on a mis en place jusqu'ici. Ou les vrais ou